Bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est la confusion autour d'éventuelles fermetures de 2 sites de PSA Peugeot Citroën, tandis que la CGT rend public un document confidentiel révélant le calendrier de fermeture de l'usine d'Aulnay-sous-Bois. Le patron du constructeur automobile, Philippe Varin, dément et s'en explique ce soir avec le ministre de l'Industrie, Éric Besson. Au total, plus de 6 000 emplois seraient menacés. Analyse à suivre notre chroniqueur, Jean-Louis Gombaud. L'une est partie en campagne depuis des mois, l'autre a démarré il y a seulement quelques semaines, jouant de leur style radicalement opposé. Eva Joly et Nicolas Hulot, candidats à la primaire écologiste, s'affrontent ce soir lors d'un débat à Paris. Les caméras de Public Sénat y étaient. Les parlementaires se déchirent sur le gaz de schiste et ce soir, le Sénat a tranché. Il laisse la porte ouverte à l'exploitation sous certaines conditions de ce gaz. Alors, quelles sont les conséquences à venir? Débat à suivre dans ce journal. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Eva Joly et Nicolas Hulot, deux visions de l'écologie politique en débat pour la deuxième fois. Les candidats à la primaire d'Europe Écologie Les Verts ont confronté leurs idées. Et une fois de plus, Nicolas Hulot a été attaqué sur sa volonté il y a peu de se rapprocher de Jean-Louis Borloo. Tous les détails avec Margot Aubrio. Habituellement, il est seul en plateau. Face aux 3 autres prétendants à la primaire écologiste, Nicolas Hulot est un candidat comme les autres, ou presque. Moi, ce que je crains, si Nicolas est désigné, c'est qu'il passe son temps à être obligé de se justifier sur son passé, sur les multinationales, sur son engagement à droite, sur le fait qu'il est anti-nucléaire depuis peu de temps, sur le fait qu'il est de gauche depuis encore moins de temps. Décidément, la star du petit écran a toujours du mal à convaincre. Écologie positive plutôt que sanction, ouverture au centre, ses positions iconoclastes passent mal. Ce qui m'embête, c'est son côté TF1. C'est le mot TF1, c'est le fait qu'il a travaillé pour TF1. Lui, il n'avait jamais touché à la politique avant. Moi, je pense que lui, il met plus l'homme vraiment au cœur, justement, au cœur de sa politique. À l'applaudimètre, Eva Joly a une longueur d'avance, mais pas dans les sondages. Visiblement, les militants ont déjà choisi. Eva Joly, elle, reste prudente sur le score écologiste. Un score à 2 chiffres ne se décrète pas. Il se construit pas à pas. Début du vote, le 15 juin prochain. Et puis c'est la confusion autour d'éventuelles fermetures de 2 sites de PSA Peugeot Citroën, tandis que la CGT rend public un document interne révélant le calendrier de fermeture, notamment de l'usine d'Aulnay-sous-Bois. Le patron du constructeur automobile, Philippe Varin, dément et s'en explique d'ailleurs ce soir avec le ministre de l'Industrie, Éric Besson. Au total, plus de 6 000 emplois seraient menacés. Aurélien Romano. La note aurait dû rester confidentielle. Elle a fait l'effet d'une bombe. 6 000 emplois supprimés selon la CGT qui a rendu public le document aujourd'hui. C'est une motivation purement financière, vraiment purement financière, de rentabilité financière. C'est faire encore plus de profit. Ça veut dire comme conséquence de faire crever des milliers de travailleurs parce qu'on va leur retirer leur gagne-pain. 2 sites sont visés, Aulnay-sous-Bois en région parisienne et un autre près de Valenciennes dans le nord. 2 sites où la production ne cesse de chuter année après année. À Aulnay-sous-Bois, on ne produit plus la C3, le modèle le plus vendu. De son côté, PSA réfute toute fermeture dans un communiqué publié aujourd'hui. Le document rédigé en pleine crise il y a plus d'1 an serait une simple réflexion qui fait froid dans le dos dans la Seine-Saint-Denis et dans le Nord, 2 départements rongés par le chômage. Allez, sur ce thème, notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors on l'a dit, confusion ce soir. La CGT donc sort ce document interne et puis Philippe Varin, le patron du constructeur automobile, dit ce soir qu'il n'y aura pas de fermeture d'usine. Qui croire? Il dit qu'il n'y aura pas de fermeture d'usine en 2011. Alors ça, on peut le croire, tout simplement parce que 2011, c'est pratiquement terminé, et que fermer une usine, ça met du temps. Il faut déménager les machines, il faut préparer les plans sociaux, c'est compliqué. 2012, ensuite. 2012, je pense qu'il n'y aura pas non plus de fermeture, tout simplement parce qu'on rentre dans la campagne électorale. Et ça, c'est quelque chose que M. Sarkozy ne pourra absolument pas présenter, parce qu'il a fait de la non-délocalisation, de la non-fermeture des usines, un de ses chevaux de bataille sur lesquels il est revenu à plusieurs reprises. Et c'est d'ailleurs, l'automobile, c'est une sorte
symbole pour les Français. Renault, Peugeot, c'est quelque chose de très important. C'est pas comme si vous fermez une usine de ciment, de production de ciment. Ça n'a strictement rien à voir. Et d'ailleurs, au moment de la crise, rappelez-vous, le gouvernement français a mis en place un soutien pour l'industrie automobile, 3 milliards d'euros. Et dans le contrat qui était signé avec PSA et Renault, il y avait non fermeture d'usine, non licenciement. Il se trouve qu'il y a maintenant 15 jours, 3 semaines, PSA et Renault ont remboursé leurs 3 milliards. Donc, ils ont en quelque sorte les mains libres. Ça ne signifie rien quant à la fermeture de Aulnay, mais ils ont en quelque sorte, ils sont dénoués de leurs engagements. Et le document de la CGT, d'ailleurs, enfin pas le document de la CGT, le document présenté par la CGT, qui est arrivé dans sa boîte mail, parle de 2014. Et effectivement, là, la direction de PSA a refusé aujourd'hui de se prononcer sur une période qu'elle juge encore trop lointaine. Alors, vous avez parlé de la fermeture donc, de l'usine d'Aulnay. Plus généralement, Jean-Louis, elles sont fragiles, les usines françaises? Oui, elles sont fragiles pour plusieurs raisons. La première, d'abord, c'est qu'elles sont vieilles. Elles sont vieilles alors qu'il y a plein d'autres usines neuves qui poussent comme des champignons partout ailleurs dans le monde. Ensuite, ces usines s'adressent essentiellement au marché européen et plus particulièrement au marché français, qui est un marché en voie de simple renouvellement, qui stagne. Si on prend par exemple les ventes d'automobiles françaises qui ont été aidées l'année dernière grâce à la prime à la casse et on compare aux années précédentes, on est sur un plateau. Il n'y a pas de renouvellement. Ensuite, le marché français aime les petites voitures pas chères. Et les petites voitures pas chères, elles ne sont pas produites en France, elles sont produites pour l'essentiel en Europe centrale. Les constructeurs français, et d'ailleurs comme leurs collègues et concurrents étrangers, veulent investir soit dans des zones de production bon marché, il s'agit par exemple pour Renault du Maroc, il s'agit de l'Inde et il s'agit de la Russie. Soit des usines donc de production bon marché, soit des lieux où la demande est extrêmement dynamique. Et pour Peugeot, c'est la Chine. Actuellement, Peugeot développe à toute allure ses investissements en Chine. Les usines françaises, les constructeurs français, Renault et PSA, étant relativement peu rentables, ne peuvent pas en même temps, disons, soutenir des usines françaises qui, pour certaines, sont sous-rentables, et en même temps financer une délocalisation ou essayer de s'accrocher au train qui se développe ailleurs. Et donc, effectivement, les usines sont là en difficulté. Je pense notamment à Aulnay, qui, elle, a un vrai problème d'accès, parce que c'est pas si simple d'accéder à cette usine. Cela dit, il y a des projets, je pense à la voiture électrique, par exemple, chez Renault, qui permettraient peut-être aux usines françaises de pouvoir surnager dans cette concurrence à couteau tiré. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour toutes ces précisions. Voilà, je rappelle que le ministre de l'Industrie, Éric Besson, reçoit en ce moment même le patron du constructeur automobile Philippe Varin. Toujours pas d'informations sur cette entrevue, mais on suppose que Philippe Varin va donc confirmer qu'il n'y aura pas de fermeture. À voir ce qu'il a dit d'ailleurs en début de journée. Merci à vous. Dans un instant, notre invité politique, c'est l'ancien ministre Ramayad. Mais d'abord, ce nouveau face-à-face entre le président Nicolas Sarkozy et la candidate aux primaires socialistes, Ségolène Royal. La présidente de la région Poitou-Charentes s'est invitée au cours d'une visite à la Rochefoucauld en Charente. Les deux ex-rivaux de 2007 se sont serré la main avant un échange verbal lors d'une table ronde consacrée essentiellement au plan d'aide aux agriculteurs victimes de la sécheresse. On écoute sur ce sujet Nicolas Sarkozy sur les aides annoncées. Pour le paiement, vous êtes dans une situation, les éleveurs, qui est catastrophique, où au fond, il faudrait que vous équilibreriez ou que vous choisissiez entre nourrir vos bêtes et rembourser vos prêts. C'est est-ce qu'on meurt de la peste ou est-ce qu'on meurt du choléra? Donc cette situation ne peut pas être acceptée, ne peut pas être acceptable. Sur le plan de Poligny, on va décaler tous les remboursements pour que vous puissiez consacrer les moyens dont vous disposez à cela, c'est-à-dire à l'augmentation du prix d'un fourrage, d'une alimentation qui vous manque. La suite du 22h avec l'invité politique ce soir, c'est l'ancienne ministre Ramayad. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Le Sénat vient d'adopter le texte sur le gaz de schiste. Il laisse donc la porte ouverte à une exploitation sous certaines conditions de ce gaz. Est-ce que, on sait que ça fait hurler les écologistes, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Écoutez, c'est un progrès. D'ailleurs, certains de la majorité, comme Jean-Louis Borloo, avaient été aussi à l'initiative de propositions tendant à clarifier la situation. À la suite, évidemment,
des problèmes que cela avait posés. Donc c'est un progrès important par rapport à la situation antérieure. Voilà. Que vous saluez. Alors en tant qu'ancienne secrétaire d'État au sport, vous avez dû concilier écologie et puis les sports mécaniques qui sont jugés polluants. Oui. Est-ce que vous êtes converti, vous, à l'écologie en vous rapprochant de Jean-Louis Borloo, Ramayad? Comme vous dites, j'étais pas encore au parti radical que déjà, lorsque j'étais secrétaire d'État chargée des sports, j'avais effectivement lancé les assises du développement durable du sport parce que j'étais très déçue de voir que les positions irréductibles des uns et des autres, c'est-à-dire des amateurs de sport et des écologistes, avaient conduit à nous faire perdre un circuit automobile. Et je trouvais ça très regrettable et j'ai pensé qu'il était intéressant de réunir ces deux partis qui ne se connaissent pas vraiment et de trouver des solutions de convergence. Et on y est arrivé à travers ces assises du sport du développement durable organisées au niveau national et puis ensuite déclinées au niveau territorial. Ça a été un vrai succès et on avait réussi à faire ce rapprochement de deux familles culturellement différentes. Justement, est-ce que ce rapprochement doit se poursuivre? Est-ce qu'il faut se rapprocher? Est-ce que Jean-Louis Borloo, que vous soutenez, doit se rapprocher de Nicolas Hulot? Ah, c'était pour ça, c'était à ça que vous vouliez en venir. Moi, je crois, ce que je comprends de la démarche de Jean-Louis Borloo, c'est qu'il est dans la stratégie du rassemblement. Ce n'est pas un homme de clivage. Il veut réunir les bonnes volontés de ceux qui voudront travailler à trouver des solutions aux problèmes essentiels de la France. Et Nicolas Hulot en fait partie. Avec Nicolas Hulot, ils se sont bien entendus autour du Grenelle de l'environnement. Donc, je peux comprendre que ces deux hommes s'entendent bien, se retrouvent sur les mêmes valeurs. Mais le problème n'est pas du côté de Jean-Louis Borloo, je crois que c'est plutôt du côté des écologistes. Ce matin sur RTL, vous avez dû l'écouter, Jean-Louis Borloo a poursuivi sa stratégie de petits pas vers sa candidature. Est-ce qu'elle vous semble acquise ? Je le sens déterminé, même s'il a dit qu'il se déclarera formellement entre l'automne et l'été. Je le sens déterminé, libre dans sa tête, complètement engagé dans son projet présidentiel. Aujourd'hui, il est dans un message aux Français. Voilà, il est dans le message apporté aux Français. Il n'est pas forcément dans les techniques, dans les tactiques politiciennes ou les combines politiciennes. Et je crois que voilà, il est dans sa phase de préparation, d'installation des équipes. C'est pour ça qu'il ne l'annonce pas tout de suite là, formellement. Mais pour vous, il est déjà candidat, donc ça vous semble acquis. Pour moi, il est engagé dans cette démarche, oui. Alors, il a utilisé une métaphore sportive ce matin pour décrire les étapes avant sa candidature. Il se pose la question d'ailleurs de son niveau. Est-ce qu'il a le niveau, selon vous, pour accéder à la fonction suprême ? Moi, je pense, mais les Français, ce seront eux les juges, les vrais juges. Dans les premières pages des mémoires de Jacques Chirac, peut-être que vous allez les lire, c'est à paraître. Voilà ce que dit Jacques Chirac, c'est un conseil que lui aurait donné François Mitterrand. On ne devient pas le président des Français d'un coup. Est-ce que Jean-Louis Borloo, dans quelques mois, peut devenir le président de tous les Français ? Si effectivement, s'il est élu, c'est l'objectif de tout candidat. J'ai la conviction qu'il en a la hauteur, la vision, la capacité de conviction, et puis surtout, c'est une méthode, Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo, c'est quelqu'un qui dit on n'est pas là pour tout faire ou dire qu'on va tout faire parce que les Français finissent toujours par être déçus. On est là pour nous concentrer sur l'essentiel. Il dit aussi on n'est pas là pour cliver. On est là sur ces problèmes essentiels, mettre tout le monde autour de la table, comme il l'a fait sur le Grenelle, pour trouver des solutions. Vous parlez d'un point très important, Jean-Louis Borloo, c'est la méthode, mais où est le fond? Parce que justement, quand on l'entend ce matin, il se pose sur la méthode à Nicolas Sarkozy. Et après? Sur le RSA, il parlait du RSA, parce que il y a eu une confrontation quand même assez violente entre Martin Hirsch et certains responsables de l'UMP, pour au final, après la convention sur la justice sociale de l'UMP, les deux partis se retrouvent pour dire on est d'accord. Bon, bah alors pourquoi tout ce psychodrame? S'ils avaient accepté d'être méthodiques, c'est-à-dire de se mettre autour de la table, de discuter de l'amélioration nécessaire du RSA... Nicolas Sarkozy le fait, Jean-Louis Borloo n'est plus un adversaire. Regardez le Grenelle de l'environnement, ça n'a pas été simple. Vous avez bien vu que ça a duré des mois, qu'il a fallu faire une véritable révolution culturelle, mettre autour de la table les écologistes, les entreprises, les syndicats. C'était un travail absolument difficile, les élus aussi, mais pourtant, on y est arrivé. Donc, c'est une méthode, mais c'est aussi une vision. C'est l'idée que nous avons besoin d'un projet pour la France pour les 20 ans à venir, pas seulement pour les 5 ans à venir. Jean-Louis Borloo va loin. Plus loin que Nicolas Sarkozy? Non, on n'est pas dans ces histoires de personnes. Il faut vraiment comprendre. On n'est pas contre quelqu'un, mais on est pour quelque chose. Moi, c'est ça aussi qui me plaît. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans l'hostilité. Je suis pas, et puis, je n'ai pas d'ailleurs à être hostile à Nicolas Sarkozy. Vous allez faire un choix en 2012. Est-ce que vous imaginez concrètement en 2012 soutenir Jean-Louis Borloo, mettre dans l'urne Jean-Louis Borloo contre Nicolas Sarkozy?
On verra qui est candidat. Il n'a pas, aucun des deux n'a encore déclaré formellement. Mais en tout cas, moi, je suis engagée derrière Jean-Luc Borloo parce que on s'est retrouvés. Tout ça s'est fait quelque part parce que de manière séparée. On a convergé les uns vers les autres. Moi, lui, mais des tas d'autres personnes aussi. C'est pas les défis de la Sarkozy. Non, c'est qu'à un moment, il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant politique, vous avez remarqué, hein, ces derniers mois. Quand Jean-Luc Borloo n'a pas été nommé Premier ministre. Non, c'était après. Le tournant sur le nini entre les deux tours des cantonales, alors que traditionnellement la droite républicaine appelle au front républicain. Ça, c'était un changement majeur. Il y avait aussi le débat sur l'islam. Où aussi, là aussi, on a le sentiment que tout ça pour ça. Et il y a eu des musulmans qui se sont sentis blessés. Et pourquoi on a créé cette catégorie des musulmans? Réglons le problème des prières de rue. C'était beaucoup plus simple et c'était laïque et c'était normal. Pareillement, des phrases qui font mal aussi. Donc, on est sur la question des valeurs. Donc, c'est là, à partir du moment où, au sein de l'UMP, on n'avait plus cette capacité de nous exprimer librement et surtout efficacement, nous avons préféré le faire à l'extérieur. En gagnant en liberté. Pour votre cheminement. Alors, Allons enfants, c'est le nom de votre club politique. En lançant ce club d'ailleurs, vous aviez invité, c'était au moment où vous quittiez l'UMP, tous ceux qui sont en quête du même chemin d'espérance à vous suivre. Combien de divisions aujourd'hui? Combien de gens vous ont suivi? Ah, vous avez mélangé. J'avais dit ça à propos de la démarche engagée par le Parti radical. Mais au fond, on peut l'appliquer aussi au club. Oh, j'imagine qu'ils viennent chez vous aussi, non? Allons enfants n'est pas une démarche partisane, n'est pas dans une démarche politique au sens parti. D'ailleurs, c'est un club qui n'est ni affilié à l'UMP ni au Parti radical, il est libre, indépendant, il ne vit que de ses adhérents. Mais il n'est pas apolitique. Ah, il est apolitique, si. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à droite, à gauche, et des gens qui sont nulle part. Et c'est d'ailleurs ceux-là qui nous intéressent. C'est-à-dire des gens qui sont éloignés de la politique, éloignés du débat public, et qui méritent qu'on leur fasse confiance et qui s'associent à nous pour faire des propositions à long terme sur des sujets fondamentaux dans un esprit d'unité nationale. Donc voilà. On parle de politique, mais c'est apolitique. On parle de politique, mais au sens citoyen du terme. On fait pas de, voilà, on n'investit pas des candidats, on n'est pas engagé dans des tactiques électorales. On est dans la réflexion. C'est un cercle de réflexion, c'est un think tank comme disent les Anglais. Mais on est à peu près quoi. Je crois qu'on est 300 pour l'instant. On n'a pas vraiment fait de campagne, mais on a déjà eu un débat. Et en 2012, avec ce club. Nous sommes réunis. Non, c'est pas un club politique, c'est une association en 1900. C'est pas un micro-parti. Oui. Merci beaucoup, Ramaye, d'avoir été notre invité ce soir. La suite du journal avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Marie Chambrial et Florin Gando. Le bulletin de trop. Pour avoir retrouvé un 49e bulletin de vote dans un bureau de 48 électeurs, le tribunal de Limoges a demandé aujourd'hui l'invalidation de l'élection de Bernadette Chirac. L'ex-première dame risque de perdre son poste de conseillère générale de Corrèze. Réponse le 23 juin. Soutien de choix pour Brice Hortefeux. Dalil Boubaker, recteur de la Grande Mosquée de Paris, était présent cet après-midi au tribunal correctionnel. L'ancien ministre de l'Intérieur est poursuivi en appel pour injure raciale. En cause, les propos qu'il avait tenus lors de l'université d'été de l'UMP en 2009. La convention sur l'islamophobie n'a pas été faite par un autre ministre que celle de M. Hortefeux. Donc il faut juger objectivement et juger le pour et le contre et être équitable. Le parquet a réclamé la relaxe, décision le 15 septembre prochain. Il est libre. Les juges de la Cour suprême brésilienne ont refusé d'extrader Cesare Battisti vers l'Italie. L'ancien militant d'extrême gauche condamné à perpétuité en 1993 pour des meurtres commis à la fin des années 70 bénéficie désormais du statut de réfugié politique. L'Italie s'indigne et devrait déposer un recours devant la Cour internationale de justice à La Haye. La recherche sur l'embryon sera finalement interdite, sauf dérogation exceptionnelle. L'objectif, contrôler la recherche sur les cellules humaines. Cet après-midi, les sénateurs se sont donc alignés sur la position de l'Assemblée. Je pense que les scientifiques attendaient quand même de notre part d'avoir une attitude un peu plus éclairée. Il y a de quoi être dégoûté et je pense que là, la majorité nationale a fait un mauvais coup, la majorité sénatoriale aujourd'hui a fait un mauvais coup. Non à l'exploitation, oui à l'expérimentation. Ce soir, le Sénat laisse donc la porte ouverte à l'exploitation sous certaines conditions très strictes du gaz de schiste. La majorité sénatoriale a amendé le texte sur ce gaz en rendant la technique de la fracturation hydraulique possible, mais à des fins scientifiques. On va vous expliquer ce soir les conséquences de tout cela avec nos invités. Nicole Bricq, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, sénatrice socialiste de Seine-et-Marne. Et avec nous, Jean-Louis Chilansky, bonsoir. Bonsoir. Président de l'Union française des industries pétrolières. Alors, Madame Bricq, on vous a vu
on vous a suivi cet après-midi tout au long des débats de ce texte. Est-ce que vous êtes déçu ce soir? Je ne suis pas vraiment surprise. Je crois que déjà la semaine dernière, le gouvernement voulait en finir avec ce boulet qu'il traîne depuis le mois de janvier. Je pense que, je le dis très sincèrement à M. Chilansky, que les entreprises pétrolières ont gagné un round. Vous êtes très fort. Désormais, vous possédez les permis. Vous allez attendre un petit peu que toute cette affaire se tasse. Et vous reprendrez vos travaux comme vous aviez fait au mois de janvier. Donc je pense que maintenant, c'est à la mobilisation citoyenne de demeurer extrêmement vigilante, là où il y a des permis dans tous les départements concernés. Et j'attends une promesse du gouvernement de revenir devant le Parlement. Ce sera le second round. Concernant la réforme du code minier, comme il s'était engagé. Alors, je vais laisser M. Chilansky répondre. Les permis dont vous parlez, ce sont des permis d'exploitation de ce sous-sol où se trouve le gaz de schiste. Alors, vous êtes le vainqueur ce soir? Oh non, on peut résumer comme ça. On n'est pas vainqueur du tout, c'est pas du tout ça la question. Je crois que ce que nous souhaitions, c'est avoir la possibilité d'expérimenter, effectivement, d'abord pour prouver que cette technique n'est pas aussi nocive que certains le croient et pour rassurer toutes les collectivités. On va expliquer aux téléspectateurs qui consiste à injecter donc dans ce sous-sol. Oui, c'est la technique de fracturation hydraulique, effectivement. Alors c'est un mot épouvantable, ça fait peur à tout le monde, mais finalement ça fait très longtemps. Non, c'est pas ça, mais ça fait très longtemps que c'est utilisé. C'est utilisé dans très très nombreux pays. Ça consiste à injecter en fait. Ça consiste à creuser des sortes de détergents. Oh non, n'allons pas jusque-là. Non, n'allons pas jusque-là. Ça consiste effectivement à forer, ensuite à aller rechercher dans des poches de gaz ou de pétrole d'ailleurs, donc l'hydrocarbure, fissurer la roche, effectivement, en utilisant 0,5% d'additifs, et ensuite de refaire monter le pétrole et le gaz. Quelles sont les conséquences positives pour vous? C'est-à-dire, on sait qu'aux États-Unis, par exemple, ce gaz représente 20% de la consommation énergétique. Qu'est-ce que ça va changer pour l'avenir si cette expérimentation se poursuit? Alors, l'expérimentation, c'est simplement le fait de démontrer en quelque sorte la technique. Mais à terme, et c'est là tout le débat, c'est de pouvoir évaluer quelle est la ressource que nous avons en France. C'est ça l'idée, évaluer. De combien parle-t-on? Est-ce qu'on a du pétrole de schiste? Est-ce qu'on a du gaz de schiste? Et s'il y en a, alors ça peut vraiment changer la donne. On va parler dans un instant des conséquences environnementales, mais Nicole Bricq, sur ce point, peut-être qu'on va peut-être se libérer de la dépendance énergétique vis-à-vis d'autres pays et pouvoir compter sur ce gaz de schiste. Si il s'agit d'engager un débat tout à fait légitime à l'heure actuelle sur l'indépendance énergétique de la France, et peut-être on peut l'élargir à l'Europe, il faut le faire globalement. Il ne faut pas le faire par à-coups. On n'aurait jamais parlé du gaz de schiste si il n'y avait pas eu une mobilisation populaire, car ce que les élus, comme les citoyens, n'ont absolument pas supporté dans cette affaire, qui n'est pas levé par le texte qui a été voté ce soir, c'est l'opacité des procédures. Et M. Chilansky, je suis désolée de vous dire que les sociétés, moi je les ai reçues, et je suis élue d'un département, je suis élu d'un département où on extrait depuis les années 50 du pétrole. Donc, je connais quand même bien la situation. Mais s'il s'agissait d'expérimenter, comme vous venez de le dire, ce n'était pas ça qui était défendu auprès des investisseurs pour les sociétés cotées en bourse. C'était le fait que, sous nos pieds, dans le bassin parisien, nous avions un Eldorado qui bénéficiait du reste d'une niche fiscale. C'est pas moi qui le dis, c'est les sociétés. Et si vous vouliez expérimenter, vous l'avez fait. La société Vermilion, elle l'a fait. Avec le permis de foie dans l'Ariège, dans la Haute-Garonne. Elle a foré à plusieurs endroits. Et on peut, dès lors, évaluer les conséquences négatives pour l'environnement. Donc il ne s'agit pas d'expérimentation, vous le dites maintenant, mais ce n'était pas ça. Vous gardez les permis, et comme ces permis sont muets, Madame la Ministre l'a dit, si vous explorez, vous pourrez exploiter.
Quoi, Oui. vous explorez depuis toujours, alors, enfin depuis Ah quelque non, mais temps, et on ne le savait pas, non, le grand non, public pas ne le du sait tout, pas. pas du tout, pas du tout. Il n'est pas question de faire de l'exploration ou de l'exploitation de pétrole en France sans que ce soit parfaitement connu et complètement approuvé par les pouvoirs publics. C'est pas des activités qu'on fait dans un coin, c'est strictement réglementé. Il y a eu une mobilisation, c'est vrai, autour de cette idée que les gaz de schiste ou l'exploration par la fracturation hydraulique, c'était complètement dévastateur. Et à ce moment-là, il y a une peur considérable, et peut-être légitime d'ailleurs, qui a été levée et qui a fait que d'un seul coup, on a dit on n'en veut pas. Alors nous disons-nous, cette peur, il faut, comme dans toutes les choses nouvelles, comme toutes les innovations, il faut pouvoir la traiter, il faut pouvoir l'adresser en quelque sorte. Cette peur concerne aussi les conséquences environnementales. Je vais vous demander de Oui. répondre à cela et puis vous demander votre avis sur ce point. En France, selon certains experts, les réserves pourraient fournir au moins 10 ans de notre consommation de gaz. Est-ce que c'est vrai sur ce On n'en point? sait rien. On En n'en plus. sait rien. Mais non, on n'en sait rien. Parce qu'on ne saura pas tant qu'on n'aura pas exploré, tant qu'on n'aura pas évalué le potentiel. Alors c'est vrai qu'il y a en France des structures géologiques qui ressemblent en particulier à certaines structures américaines, et on se dit, il y a peut-être un potentiel, mais aujourd'hui, ce sont des calculs ou des évaluations abstraites. La seule façon de savoir, c'est d'aller voir. Nicole Brick, est-ce que vous croyez qu'un jour, on pourra trouver un moyen de pomper sans polluer? Peut-être en écoutez, expérimentant. la démonstration n'est pas faite. Partout où c'est utilisé, on sait qu'il y a des conséquences environnementales négatives. Et je regrette de le dire, mais vous perforez très profond. Il se trouve que dans mon département, on a une nappe phréatique extrêmement fragile et qui alimente la moitié de l'Île-de-France et notamment toute la ville de Paris. Donc voilà, vous allez inquiéter du monde là. Mais non, je n'inquiète pas le monde. C'est la réalité. Vous avez perforé, vous perforez là où vous l'avez fait à plus de 2000 mètres. Donc vous n'avez pas fait la démonstration que cette perforation n'est pas nuisible pour l'eau. Et deuxièmement, les sociétés, je les ai interrogées. Qu'est-ce qu'elles mettent comme adjuvant pour permettre cette fracturation? À aucun moment, elles n'ont été capables de me dire ce qu'elles mettaient. Elles ont dit, ce n'est pas nous, ce sont les fournisseurs. Nous, ce n'est pas notre responsabilité. Et à aucun moment, alors qu'elles devraient pouvoir nous le dire, qu'est-ce qu'elles mettent dedans comme adjuvant chimique? Les réponses pour clore. Très simple. Pour la nappe phréatique, ce sont des techniques qui sont complètement connues, utilisées dans des dizaines de milliers de puits de par le monde. La nappe phréatique est à 300 mètres de profondeur. On va de faire de l'exploration. On va à 3000 mètres. On va le laisser répondre, Madame Brick. C'est pas le fait de passer dans une nappe phréatique, c'est une technique complètement connue. Pour Sur les additifs, alors je vais vous dire très franchement, là, oui, il faut que la composition des additifs soit transparente et elle deviendra transparente. Merci Nicole Brick, et je retiens que vous attendez donc un geste du gouvernement. Oui, j'attends l'annonce de la soir. mise à l'ordre du jour de la réforme du code minier, parce que l'entrée par la technique de perforation n'est pas la bonne entrée législative. La réalité, ce sont les permis qui sont octroyés et que vous gardez en poche aujourd'hui. D'avoir participé à ce débat. Merci à vous. C'est la fin de ce 22h et on va terminer par des images d'une exposition d'art contemporain à l'Orangerie du Sénat. Voilà, Nicole Brick connaît bien, l'a visité. L'événement soutenu par l'Année des Outre-mer offre l'occasion, vous allez le voir, d'approcher l'art contemporain de la Caraïbe et de l'océan Indien. Allez-y, vous allez faire de belles découvertes. Et merci de nous avoir suivis ce soir. Belle soirée à vous sur Public Sénat.